Grand rendez-vous cyber aujourd'hui avec Nariman Lavé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur en cybersécurité pour la société Filigrane, qui est une des pépites françaises dans la cyber, spécialisée dans le développement de plateformes de cybersécurité. Et puis vous êtes l'autrice d'un rapport qui m'a beaucoup intéressée sur le renforcement de cette cybersécurité dans le secteur financier. À côté de vous, notre expert fidèle, Jérôme Billois. Bonjour Jérôme. Bonjour. Associé cybersécurité et confiance numérique au sein du cabinet de conseil français en management de transformation Wavestone. Alors j'ai prévu beaucoup de sujets pour vous. Je voulais qu'on commence avec ce beau lancement en fait du 17 Cyber. Alors ce qui m'a permis un peu de me mettre quelques chiffres en tête. En 2023, 278 703 infractions liées au numérique ont été enregistrées par les forces de sécurité intérieure. C'est un chiffre qui est évidemment en constante augmentation, qui touche tout le monde. Alors, par exemple, saviez-vous que 47% des victimes de préjudices financiers en ligne sont âgées de moins de 44 ans? Je trouve que ça permet de remettre un peu les choses dans l'ordre. Quant aux atteintes numériques à la personne, en revanche, c'est quand même plutôt attendu. Elles visent principalement, bien majoritairement, des femmes. Toutes ces statistiques, elles ont rendu quand même l'action publique essentielle au travers de cybermalveillance.gouv.fr et donc qui se renforce cette action avec ce 17 Cyber. Ça va être un nouveau réflexe d'urgence en fait, Jérôme. Tout à fait. C'est un moyen simple d'accéder à un support, à une aide, lorsqu'on est en tant que particulier ou petite structure victime d'un incident cyber. Donc ça, je pense que c'est vraiment... Alors ils disent même une collectivité, une entreprise peut faire appel à ce service. C'est pas vraiment un numéro comme le 17. Oui. Voilà, c'est un service en ligne qui permet en fait d'avoir, avec quelques questions simples, finalement une caractérisation de sa situation, de pouvoir trouver des solutions opérationnelles, techniques, mais aussi d'avoir accès à des policiers ou à des gendarmes pour potentiellement pouvoir déposer plainte. Donc c'est vraiment une plateforme qui cette fois-ci intègre et va faciliter justement le support dans ces moments de stress, parce que finalement quand on est victime d'une cyberattaque, qu'elle soit une fraude, que ce soit un vol de données, une mise en cause sur Internet, etc., il y a beaucoup de stress, on ne sait pas trop vers qui se retourner. Et là, c'est bien, il va y avoir un réflexe simple, c'est le 17 Cyber. Ouais, 17 Cyber, donc qui connecte plein de plateformes. Ça peut être même si on n'est pas sûr d'avoir été cyberattaqué, pour savoir si on est face à un danger. Vous avez réagi comment en voyant ce service? Vous vous êtes dit, c'est vraiment pour les particuliers qui ne savent pas s'en sortir ou c'est vraiment utile? Non, ma réaction, c'est d'avoir beaucoup de fierté quand on puisse mettre ça en place. Surtout à l'ère où on est vraiment aux prémices de l'intelligence artificielle générative qui va générer ces photos, va générer ces vidéos qui seront essentiellement utilisées aussi pour le cyberharcèlement. Et donc, comme vous l'avez dit, plus de 60% des victimes sont des femmes qui sont impactées. Donc oui, superbe initiative qui a été lancée. Question en aparté, est-ce que ça aurait pu être utile à Jean-Noël Barrot? Oh, je ne suis pas sympa. Mais non, je voulais faire référence au piratage de son smartphone. Donc le ministre des Affaires étrangères s'est fait pirater son smartphone, a priori en cliquant sur un lien sur Telegram. Est-ce qu'on a plus d'informations, Jérôme, là-dessus? Alors, les informations restent parcellaires et je pense que lui seul détient la vérité de tout ce qui s'est passé. Effectivement, ce qui se dit, c'est qu'il aurait reçu un message frauduleux sur lequel il aurait malencontreusement cliqué. Il faut quand même le dire, ça peut arriver à tous, même à moi récemment. Voilà. Et après, ça aurait donné accès à une partie de son téléphone qui aurait pu être réutilisée pour envoyer des messages à d'autres personnes dans la sphère diplomatique. Et c'est là où peut être le risque, effectivement, c'est que quand c'est des profils de ce type-là qui sont touchés, il y a des conséquences qui peuvent être plus fortes que pour des particuliers. Oui, ça peut être à la fois collecter des données, mais aussi jouer de l'usurpation d'identité. Telegram, c'est un vecteur à risque, principalement aujourd'hui dans la cyber, selon vous? Ah oui, Telegram, donc c'est là où se retrouve maintenant beaucoup de ce qu'on appelle les marketplaces, donc les marchés où on va finalement vendre les outils, vendre des données, vendre des accès, des identifiants. Donc oui, c'est vraiment devenu une source pour toute la sphère cybercriminelle. Il faut être particulièrement prudent, même si on a l'impression quand même l'application rentre un peu dans le rang, là. L'arrestation à son arrivée en France de Pavel Durov, le fondateur de Telegram, a effectivement changé la posture de la plateforme. On a vu un changement en profondeur dans justement sa coopération avec les services de police, avec la modération des contenus qui était très très laxiste préalablement et qui là s'est vraiment renforcé. Donc de là à dire que c'est une plateforme maintenant complètement de confiance, non, parce qu'il y a encore beaucoup de flou sur le niveau de sécurité qu'elle
procure réellement. On parle beaucoup des messages chiffrés, etc. Mais sur Telegram, c'est beaucoup du marketing et assez peu de preuves finalement de ce réel chiffrement, de cette réelle confidentialité des échanges. Donc voilà, il y a d'autres plateformes certainement à prioriser pour ces usages. Les usages, aussi sensibles et confidentiels que ceux que font les ministres, par exemple. Le problème, c'est que les ministres aussi doivent réagir et interagir avec d'autres personnes qui, eux, peuvent être sur Telegram. Et on sait que dans un certain nombre de pays, Telegram est l'application fortement dominante. Donc, il peut aussi avoir un besoin métier, entre guillemets, d'interagir sur Telegram. Voilà, donc, mais c'est complexe dans ces situations-là. Alors, on passe à notre autre sujet, c'est la menace cyber dans le secteur financier. Donc, Nariman, vous avez publié un rapport pour Filigrane sur le sujet. Est-ce que le secteur financier, qu'on imagine quand même hyper au fait des risques cyber, est particulièrement bien protégé? Est-ce qu'il est particulièrement exposé, au contraire? Oui, alors effectivement, le secteur financier, donc là, on est vraiment sur des entreprises qui vont avoir du budget, qui vont pouvoir allouer autant de ressources cyber, donc des équipes cyber, mais aussi s'assurer toutes les couches de protection nécessaires, les outils nécessaires. Qui aussi un secteur qui est extrêmement régulé. On parle de DORA, du RGPD, du SEC aux États-Unis. En contrepartie, c'est aussi un secteur qui, là, selon des chiffres de cette année, on a 50% des entreprises, donc des institutions financières qui ont payé les rançons quand ils sont attaqués par des rançons logiciels. C'est incroyable. C'est énorme. Ouais. Et ce qui rend en fait ce marché aussi très lucratif. Donc on va vouloir, ça motive les acteurs, les cybercriminels à continuer ce ciblage. 50% qui payent la rançon. Alors, parce qu'on se retrouve face à des situations inextricables, j'imagine, et que on doit aussi faire face à des attaques beaucoup plus perfectionnées, peut-être. Alors ce chiffre, effectivement, il est très élevé. Je pense dans d'autres secteurs aussi, certainement de très nombreux pays et de très nombreuses zones géographiques. Mondial. Voilà. Parce qu'en fait, il faut voir qu'il y a quand même un vrai niveau de différence dans le niveau de sécurité entre les différentes zones géographiques, les différents pays, et en fonction du poids de la régulation. C'est vrai qu'aujourd'hui, en Europe et aux États-Unis, on a un régulateur qui maintenant a mis le paquet sur le cyber, qui a des exigences qui sont très fortes, qui amènent à augmenter même le niveau de jeu dans les banques, avec une boucle positive, finalement, d'amélioration. Voilà. Par contre, c'est sûr qu'il y a des plus petits acteurs financiers qui sont moins régulés. Il y a d'autres pays des situations à risque. Et effectivement, une banque, à un moment, si elle perd l'accès à ce qu'on appelle son cœur bancaire, c'est-à-dire là où il y a tous les flux financiers qui passent et où il y a le solde, finalement, de tous les clients. Parce qu'il faut voir que l'argent, aujourd'hui, c'est juste des fichiers sur des serveurs. Ça n'a plus d'existence physique. Donc c'est sûr que si c'est bloqué, si potentiellement on n'a pas fait ce qu'il fallait en amont et qu'on peut le perdre, à un moment, effectivement, on peut être dans l'extrême solution de payer la rançon. Et ça, malheureusement, qu'est-ce que ça fait? Ça entraîne encore plus de cybercriminalité. Est-ce que vous constatez que les menaces sont plus sophistiquées dans le secteur bancaire? Dans le secteur bancaire, oui, surtout les menaces étatiques, particulièrement nord-coréennes, qui, je le rappelle, la Corée du Nord est un État qui fait des campagnes à but 100% lucratif. Donc là, le but, c'est de financer le régime nord-coréen, financer les programmes nucléaires. Et donc, il se spécialise dans des attaques très sophistiquées de compromission de la chaîne d'approvisionnement. Et donc oui, ces attaques-là sont de plus en plus présentes, de plus en plus sophistiquées et font énormément de mal au secteur. Et alors juste quand on parle d'institutions financières, on pense aux grandes banques classiques, mais est-ce que dedans sont comprises toutes ces sociétés qui se lancent dans les crypto-monnaies, les crypto-actifs, j'imagine, et est-ce que ce sont elles qui sont particulièrement vulnérables? Tout à fait. Les crypto-monnaies, la finance décentralisée, c'est ça qui va être principalement ciblé dans ce contexte-là. Donc on a besoin de règlements, parce qu'on attend quand même, on parle de DORA, mais pour l'instant, nous, on ne l'a pas encore mis dans notre loi française. Oui, alors DORA s'applique quand même déjà. La loi française qui va arriver pour finir finalement d'implémenter DORA fait quelques petites modifications. Les banques n'ont pas attendu et là sont vraiment dans le mouvement avec des avancées certaines sur leur résilience pour résister effectivement à des cyberattaques ou à des événements aussi néfastes qui pourraient provenir de multiples sources pour s'assurer de la continuité du service financier parce qu'on en a besoin. C'est clair que tous les jours on a besoin de pouvoir payer, on a besoin d'argent, on a besoin de recevoir son salaire par exemple. Donc il ne faut pas
que ça s'arrête. Et puis on parlera du règlement MiCA, mais ce sera après. Je vous propose qu'on s'intéresse à une attaque qui secoue les télécoms aux États-Unis. C'est le FBI qui a identifié des activités malveillantes spécifiques ciblant le secteur des télécoms. C'est assez nouveau, ça, Jérôme? Alors là, on est vraiment sur une escalade d'attaques qui est sans précédent, à mon sens, avec déjà des premières découvertes sur des téléphones des membres de la campagne de Trump et de Harris aux États-Unis qui ont été ciblés. Après, on découvre aussi que la plateforme d'interception légale, c'est-à-dire celle qui permet aux forces de police d'écouter des téléphones aux États-Unis de manière légale, a elle aussi été piégée. Donc on voit jusqu'où ça peut aller. On sait qui est écouté, pourquoi, peut-être même un certain nombre de conversations. Et là, plus on creuse et plus on voit que la compromission, elle est profonde, elle est large. Les autorités américaines, aujourd'hui, disent ne pas savoir quand est-ce qu'elles auront à nouveau confiance dans leur réseau télécom. Parce qu'en fait, c'est pas au niveau du téléphone de l'utilisateur que l'attaque s'est jouée. Elle s'est jouée vraiment sur les opérateurs de télécom. On ne sait pas exactement lesquels. Et oui, c'est ça qui est très fort. C'est qu'on avait l'habitude d'avoir le piratage d'un téléphone, d'une personne, peut-être de dizaines de personnes. Là, c'est vraiment une compromission du réseau télécom, des antennes qui font passer la 4G, ce qu'on appelle des routeurs, qui sont un peu les échangeurs d'informations entre les câbles de fibre optique, etc. Et ces équipements, eux, ils voient passer tout. Absolument tout, et normalement ils sont sous le contrôle des opérateurs. Et là, de manière insidieuse, des attaquants, probablement d'origine chinoise, ont réussi à prendre pied sur ces équipements, à se cacher assez en profondeur, au point même qu'il a évoqué que certains équipements ne peuvent pas être nettoyés, qu'il va falloir même les remplacer, et c'est pour ça que les délais vont être très longs. Et on a donc le gouvernement, enfin l'agence américaine de cybersécurité et de sécurité qui invite chacun à beaucoup de vigilance, du particulier justement au chef d'État. Est-ce que ce type d'attaque pourrait arriver aussi en Europe? Bien sûr. Oui, bien sûr, tout à fait. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, c'est les mêmes équipements, c'est jamais arrivé jusqu'ici. Ah si, il y a déjà eu des attaques en profondeur. Sur les opérateurs chez nous. Oui, et il y a déjà eu ce qu'on appelle du prépositionnement, c'est-à-dire des attaquants qui s'installent et qui se font très discrets pour pouvoir ressortir le jour où ils veulent. Donc ça, c'est connu. Et c'est même connu d'ailleurs que tout le monde le fait. Même les États-Unis, on s'en souvient peut-être maintenant à l'époque de Snowden, avaient écouté Merkel, avaient piégé en profondeur une infrastructure télécom en Belgique. Donc ça fait partie du jeu de l'espionnage cyber classique. Par contre, là, les États-Unis se sont un peu fait piéger, se sont un peu surprendre, on a l'impression, dans ce cas-là. Oui. On est également face à un acteur, donc un acteur étatique chinois qui est aussi sophistiqué, qui utilise des techniques aussi qui font qu'il reste finalement sous le radar. Et donc, l'objectif étant la collecte de renseignements. Quand on fait de la collecte de renseignements, ce qu'on veut, c'est, après avoir assuré un accès initial, rester le plus longtemps possible et donc être le plus discret possible dans ces environnements-là, ce qu'ils arrivent plutôt à bien faire. Et on a des outils donc contre ça ? Une fois qu'on a trouvé le premier fil, on tire et on peut remonter effectivement jusqu'à eux. Par contre, la question qui est toujours la plus difficile à résoudre en situation de crise, c'est est-ce qu'on a à nouveau confiance dans nos systèmes ? Est-ce qu'on est sûr d'avoir tout nettoyé ? Et en fait, la réponse, elle n'est jamais à 100% oui. Il y a toujours une zone d'ombre, les systèmes sont tellement grands, les systèmes sont tellement complexes. Et donc, ce qu'il faut, c'est parer à ça par une augmentation du niveau de détection et finalement regarder vraiment tout ce qui se passe pour voir s'il y a encore des traces, encore des portes dérobées. Mais on est vraiment dans le jeu du chat et de la souris. Et comme c'était évoqué, avec des acteurs très, très puissants et avec des outils finalement développés par eux, c'est des milliers de personnes qui gèrent ces attaques-là. Et j'imagine que là aujourd'hui tout le travail d'enquête qui se fait aujourd'hui aux États-Unis va servir aussi l'Europe. Il y a du partage d'informations sur ce type d'attaque. Oui et non. Alors justement, sur ce cas précis, donc, le groupe, c'est Salt Typhoon. L'enquête est en cours. Donc Microsoft a parlé de cette campagne-là, mais Microsoft n'a pas encore publié les détails techniques de ce qu'on appelle les indicateurs de compromission. Donc ils n'ont pas été publiés. Donc vraiment, je parle à l'échelle publique, mais sans doute que voilà, ça a dû passer, en tout cas pour les entreprises d'intérêt qui auraient pu être ciblées. Ok, dernier sujet, je voulais vous faire réagir au trophée de la femme cyber, puisque vous êtes membre du CEF6, oui. Nariman, qui est à l'origine de ces trophées. Ça s'est passé le 10 décembre à Paris.
des femmes sont récompensées pour leur travail dans la cybersécurité. Vous voyez les choses évoluer, vous, Nariman, dans le secteur? Oui. Sur la mixité? Oui. Je pense qu'on va quand même dans une bonne direction. De plus en plus d'entreprises qui font aussi attention à cette parité au niveau de leur recrutement. Et puis, effectivement, le CEF6 est une association qui s'engage en faisant beaucoup de sensibilisation. On va auprès des écoles pour montrer qu'on peut être des femmes et qu'on peut faire de la cybersécurité. C'est de la sensibilisation, de la formation, du mentorat aussi de personnes, autant des étudiants que des femmes qui sont en parcours de reconversion. Donc voilà, les aider et les motiver à rejoindre. Je me souviens que Jérôme, vous avez publié un livre nous expliquant que justement dans la cyber, c'était pas des jeunes à capuche uniquement qui travaillaient. Il y a le sujet de la mixité, mais il y a le sujet même de pouvoir recruter des talents de partout, de toute origine, de tout profil finalement. Effectivement, il y a un enjeu très important sur la diversité des collaborateurs qu'on peut avoir, diversité de l'ensemble des points de vue finalement qui amènent quelque chose, parce qu'on est aussi face à des attaquants qui eux-mêmes sont très divers, variés. Alors par contre chez les attaquants, il y a très peu de femmes, en tout cas ce qu'on peut voir dans les différentes arrestations. Je ne vais pas leur demander d'amener la parité, on va les laisser tranquilles les attaquants. En tout cas, voilà, nous on y travaille tous et je pense que c'est vraiment quelque chose de positif. On va d'ailleurs côté Wavestone on va essayer de mettre une pierre en plus à l'édifice. Je fais un petit teaser pour janvier. On va lancer un prix justement de l'entrepreneuse en cybersécurité conjointement avec votre confrère des Échos. On va annoncer ça en janvier. Vous l'avez en avant-première aujourd'hui. On donnera plus de nouvelles. Félicitations. Bravo. Merci beaucoup Nariman Lavé d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous travaillez pour Filigrane et Jérôme Billois pour Wavestone. Merci également. Allez, à suivre donc l'actu des cryptos.